Voilà, merci de nous rester fidèles. À présent, nous avons avec nous le consultant politique Agapis Napoléon Mafourican pour décrypter cette séquence politique qui s'est jouée à l'Assemblée nationale hier, le vote du budget général de l'État exercice 2024. Nous en parlions il y a quelques minutes avec l'honorable Oumarou Lafia de l'UP le Nouveau qui est venu nous rendre compte quelque peu de ce qui s'est passé à l'hémicycle hier. Agapis Napoléon Mafourican, bonsoir. Bonsoir François-Xavier, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Déjà, le grand marqueur de ce budget, un budget à pratiquement 50% destiné au social, qu'est-ce que cela vous inspire? Au total, 3 199,274 milliards de nos francs. Dont la moitié pratiquement consacrée aux eaux sociales. Je pense que nous sommes dans la dynamique de ce qui est fait depuis 2020. Depuis 2020, je pense que les budgets de l'État ont réservé une grosse part, en tout cas une part importante aux œuvres sociales, aux acquis, enfin, à l'action sociale du gouvernement. Et ça c'est allé en se renforçant. Je pense que vous n'oubliez pas la séquence du discours d'État sur l'état de la nation. Je pense qu'il y a 2 ans, lorsque le chef de l'État a valorisé le processus d'augmentation, de valorisation de la masse salariale, aussi bien au niveau des fonctionnaires de l'État, donc des agents de l'État, que l'effet dans le privé avec la hausse donc, du SMIC. Donc nous sommes dans la dynamique, les projets sociaux du gouvernement maintenant ont vu jour. Ceux qui avaient l'air sceptiques se rendent compte désormais que c'est du concret, mais il y en a encore qui continuent d'être sceptiques. Je pense que l'exécution du budget 2024 va renforcer plutôt l'adhésion des populations un peu au texte gouvernemental sur le renforcement des acquis sociaux. Oui. Et vous n'avez pas du marqueur social, mais l'un des autres marqueurs, un marqueur important, c'est un budget voté le 8 décembre. Oui. C'est quand même particulier. Oui. D'habitude, on attend la 3e semaine du mois de décembre, parfois la veille, et les 30, les 28, 29 décembre, presque pour rattraper, pour courir et voter le budget, parce que bon, il est même des moments où on a arrêté l'horloge pour éviter les 12e provisoires ou les ordonnances. Donc, qu'est-ce qu'on évolue? Ça, c'est quand même important on doit pouvoir le faire remarquer que c'est important. Nous évoluons. Nous rentrons un peu dans les dynamiques des pays, des grands pays, un peu où ce n'est pas quelque chose de stressant. On n'attend pas le dernier moment pour courir après et un vote, mais on gère. Je pense que le Parlement a géré sur la houlette donc, du président Vlavono et donc des différents présidents des commissions, notamment la commission budgétaire. Voilà. Voilà. Alors, ce qui fait parler depuis hier, c'est le vote en lui-même. Donc, la partie, tout est politique à l'Assemblée nationale, on le sait. L'Assemblée est hautement politique. Hautement politique. Les démocrates nous ont habitués à s'opposer systématiquement, mais on avait cru comprendre que tout au long de cette session ordinaire, les débats se faisaient en bonne intelligence. Il y avait une participation active de pratiquement tous les députés. On a su que les amendements du Parti des démocrates, tous les amendements ont été pris en compte. Et là, au bout du bout, on a eu, pas comme à l'accoutumée, mais on a eu 27 députés qui se sont opposés. Basile Rossi, vice-président de l'Assemblée nationale, membre éminent des démocrates, lui a voté pour. Il y a une suspicion autour de 4 députés qui ont déserté l'Assemblée nationale et ont donné procuration à leurs collègues de voter à leur place. Voilà le tableau de ce qui s'est passé hier. Comment vous l'interprétez? Ben, rien de nouveau sous le ciel démocrate. D'abord, si c'est les procurations, c'est à l'heure du temps. C'est-à-dire que... On y revient. Affaire de procuration, c'est une pratique de ce cercle-là. N'oubliez pas, les gens ont donné leur procuration pour l'élection du bureau, ils étaient présents. On a dû leur prendre des procurations pour l'élection du bureau de l'Assemblée nationale 2007, par exemple. Je ne vous apprends rien. Et certaines procurations données ont permis de désigner même les membres de la Cour constitutionnelle en 2008. Et ça a surpris parce que ça a été désigné en février alors que le mandat finissait en juin. Les procurations, le vote épique, l'élection, cette nuit épique donc de mai 2015,
il a fallu élire le président de l'Assemblée nationale entre Adrien Goudji et Komi Kouché. Là également, les procurations, même les gens étaient présidents et on dit les gens des procurations. Donc, du coup, affaire de procuration, franchement, c'est une affaire de confiance. Donc, et comme il ne se fait pas confiance, il laisse les procurations. Donc, ça, c'est 3 ou 4. Je pense qu'il va falloir suivre un peu de près ce qui va se passer. Alors, vous parlez donc de vote contre. Ça, c'est également, disons, le principe pratiquement. C'est-à-dire que on vote contre parce que on n'a pas de raison, mais on s'oppose. On s'oppose. N'oubliez pas, en 2017, lors du vote de la loi des finances, enfin de la loi spéciale, la loi de révision de la Constitution, donc le projet de révision constitutionnelle, que lors des débats, il était quand même perçu une certaine adhésion. L'opposition de l'époque, FCBE, avait quand même, le groupe de l'opposition de l'époque, avait quand même soulevé un certain nombre de points qui avaient été pris en compte. Ils avaient donc, beaucoup pensaient qu'ils pourraient voter, ils voteraient, et pour la loi, au dernier moment, même certains ont voté, article pour article, ils ont voté, mais lorsqu'il s'est agi de voter la loi entière, ils n'ont pas donné adhésion à cela. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé en commission, ça s'est très bien passé. À la plénière, bon voilà, quand il faut voter, on entre dans le jeu politique. En commission, on fait un peu de travail technique peut-être. Au moment de passer aux actes, on rentre dans le jeu politique. Alors, lorsque vous rentrez dans le jeu politique, et comme je le dis toujours, que l'opposition s'oppose et vote contre le budget, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Elle est dans son droit. Elle est dans la conduite normale de l'opposition francophone. Comme je le dis toujours, nous faisons de la politique à la française un peu, voilà, on s'oppose parce qu'il faut s'opposer. Il n'y a pas, comme l'a dit Edith Cresson un jour, l'ancien Premier ministre français, la toute première femme. Voilà, Edith Cresson un peu pris de coups par-ci, par-là, par la mélodie à l'époque au Parlement, au cours d'un débat, il dit, écoutez, vraiment, oui, nous sommes dans le fonctionnement normal, l'opposition, le Parlement parlemente, l'opposition s'oppose et moi je gouverne. Le gouvernement et moi je gouverne. Donc, je pense que l'opposition dans sa dynamique de s'opposer, il s'oppose. Bon, voilà. Ah, mais alors que lorsque vous vous opposez, ça veut dire que vous n'attendez rien des autres. Moi, je dis toujours ça au Parlement, en politique, je dis donnant. Après, tout le monde veut, tous ces partis qui sont au Parlement, qui sont contre le bien du peuple. Mais lorsque vous-même, en tant que parti d'opposition, vous revendiquez des choses, vous avez une proposition de loi en attente, vous avez des trucs vous voulez un certain nombre vous voulez même une assise avant les élections, et vous vous mettez dans une posture absolument rétrograde, c'est-à-dire de bloquer tout ce qui ne provient pas de vous. Là, vous êtes dans une position totalement claire, disons, de blocage. Et comme ils ont toujours été, Donc, il n'y a rien qui se prend là. Ils sont dans leur logique de bloquer, de ne pas voter pour. Mais ils sont 28, ils sont une minorité au quart. Ils ont le Parlement presque au quart. Ils ne veulent rien concéder, ils veulent tout avoir. C'est une opposition totalement de régression. Une opposition qui n'est pas dans la dynamique du développement. Une opposition rétrograde. Et il faudrait peut-être que les populations comprennent. Parce que lorsqu'ils n'ont rien à vendre de nouveau, ils n'ont rien à vendre. Ils n'ont rien à vendre, mais ils veulent tout avoir. Et leur champ de bataille, leur projet de société, c'est libérer une des personnalités très importantes, mais il y en a beaucoup d'autres aussi au Parlement, c'est faire rentrer quelques exilés de leur vocable, et après remplacer par Patrice Talon. Terminé. Ils n'ont plus rien d'autre à dire. Non, je pense que c'est absolument bizarre. Même si ça relève du jeu parlementaire, je pense qu'ils auraient pu peut-être s'abstenir, tout au moins. Mais en s'abstenant, au moins, ils n'ont pas compte. Là, ils sont allés, sachant bien qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre. Ce serait voté. Alors, est-ce que la position de Basile Arrossi dénote déjà d'une certaine fissure dans la mature de ce parti qui a toujours voté en bloc, en rang serré? C'est une évidence. Bon, je pense que Basile Arrossi est suffisamment assez logique, cohérent, et ça, c'est intéressant. C'est lui qui présidait la séance, il me semble. Donc, il présidait la séance, il a géré et il va voter contre. Ça n'aurait pas été cohérent de toute façon. Ça n'aurait pas été du tout cohérent. Mais je pense qu'il a assis sa attention. Il n'était pas obligé de voter pour. Je pense qu'il devrait être sur la ligne. Il devrait être sur la ligne de conduite du parti. Il a manqué à la discipline du parti. Il a suivi son cœur. Il a suivi plutôt la discipline de l'État. Son cœur ou ses convictions? Je pense que c'est les deux choses ensemble. Et surtout la discipline du développement. Je pense qu'il a suivi la discipline du développement parce que, comme je l'ai dit, empêcher l'État du budget de l'État, du budget exercice 2024, voudrait dire quoi?
Lorsque vous avez eu pratiquement tous les amendements, j'ai appris... Ils ont eu 100% des amendements, ils ont eu 5 amendements. Voilà, ils ont eu tout, ils ont eu 100% de leurs amendements. Sur 37, 39 amendements, 37, oui. Alors, donc, pratiquement, il n'y a que 2. Il n'y a que 2, on dit, encore que ce n'est pas rejeté, c'est mis un peu en stand-by. Donc, mais si eux, ils ont eu tout, s'ils ont amendé, ils ont eu les réponses. Alors, pour quelle raison ils ont voté contre? Ils auraient dû. Et comme ils avaient fait les conférences de presse, ils auraient dû en faire, les points de presse, ils auraient dû en faire un hier. J'ai pas eu connaissance, peut-être que je suis un peu dépassé, mais j'ai pas appris quand même qu'ils aient fait un point de presse. Donc, le comportement de Bassirou aussi dénote quand même que de moins en moins de godillots, il y en aurait dans les démocrates. Même les 2 ou 3 qui sont sortis, c'est un signe que désormais les choses ne seront pratiquement plus comme avant. Peut-être que sur un certain nombre de petites positions, ils vont voter, mais je pense qu'il faut commencer par regarder l'heure de la dégringolade. Peut-être que ça va commencer un peu plus tôt, parce que le parti n'a pas de ligne, le parti n'a pas de... C'est incohérent comment ça fonctionne. Il n'y a pas de boussole. C'est une navigation à vue et il n'y a pas de vent favorable à celui qui sait où il va. Je pense que ce parti est en roue libre. Est-ce qu'on peut lier ça à la séquence politique précédente, cette rencontre avec le président de la République, pour reprendre la main, en tout cas parce que d'aucuns il semblerait être sorti de cette rencontre-là un peu groggy, peut-être une façon de reprendre du poil de la bête. Ma question, quel message il envoie aux populations dont ils se disent les porte-parole? Ils sont les élus du peuple. Quel message envoie-t-il à ce peuple dont ils représentent les intérêts? Donc voilà la question centrale. Moi, je ne veux pas spéculer sur les effets de la rencontre. La rencontre, il n'y a pas eu pugilat au palais, bien au contraire. Et ça s'est terminé en ambiance bon enfant. Et même lorsque eux-mêmes sont sortis, leur point de presse, c'était pas non plus de... C'est moitié-moitié. On a eu un peu quand même, les lions bougeaient. Donc, alors lorsque vous avez eu ça il y a une semaine et que déjà, il y a à peine 2 semaines, et déjà là vous votez contre. Je dis, moi, le message, si au moins ils avaient un contenu, ils avaient une explication, ils avaient un message à passer, d'accord, ça ressemble un peu au rejet de la révision de la Constitution, parce que en 2017, tous les éléments que le Parti Salon a utilisés en campagne électorale et au profit d'une révision constitutionnelle ont été bien nouveaux dans ce qui a été proposé. Bien au contraire, cette révision aurait été révolutionnaire dans la mesure où ça aurait permis d'extirper de la pratique politique un certain nombre de choses, même la question de mandat unique qui y était contenue et qui était quand même une très bonne chose à mon humble avis. Finalement, tout ça a été rejeté sans raison. Ils n'ont pas raison. Sans raison. Et bon, la même Constitution est en mouvement aujourd'hui. Ils participent au pouvoir, ils prennent les émoluments, ils roulent dans les véhicules de fonction liés à tout ça là. Et ils ont rejeté la loi des finances. Donc, ils se disent, ok, on va affamer le peuple. D'accord, parce qu'on ne lui met pas les moyens à disposition. Au même moment, eux vont prendre leurs émoluments. Ils vont prendre leur prime, leur salaire de député. Ils vont prendre. Ils vont prendre les bons d'essence. Ils vont apprendre en même temps, ils ont les polices d'assurance. Ils vont jouir de l'État et de ses moyens. Au même moment, ils ont voté contre. Alors, vous votez contre, mais on vous donne, vous prenez. Enfin, vous réclamez presque. Alors, vous irez dans votre compte pour tirer. Alors, normalement, il devrait rester logique. Parce qu'en empêchant l'État d'avoir les moyens pour dépenser régulièrement, en tout cas dans la dynamique donc, de la gestion quotidienne, il devrait être conséquent envers eux-mêmes. Mais si c'est pour poser un acte, je pense qu'ils ne sont pas dans le respect des populations. Ils ne sont pas dans les intérêts, dans la défense des intérêts des populations. Ils sont dans la défense des intérêts égocentristes, des intérêts politico-politiciens. Et là, je ne pense pas que ce soit pour le développement. C'est leur droit, comme je le dis toujours, ils doivent s'opposer, ils doivent parlementer et les autres doivent gouverner. Donc, comme dirait l'autre, donc c'est leur droit de s'opposer dans l'absolu. Mais après, il faut qu'ils restent cohérents. Il faut que la ligne de conduite soit connue. Il faut que la boussole soit perçue. Autrement, ils perturbent. Je pense que même dans leur propre camp, ils vont perturber. Et les signes actuels qu'on a pu voir, je ne veux pas dire percevoir, parce que c'est assez clair pour qu'on puisse quitter le cadre de percevoir. Les signes clairs qu'on a pu voir augurent pas pour ce parti de lendemain radieux.
Et pour finir, est-ce qu'on peut dire que c'était une belle occasion manquée? Mais enfin, c'est une occasion de plus manquée. Oui. Ils ont manqué, ils sont rentrés au Parlement en février 2023, faisant le point de ce qu'ils ont pu apporter concrètement. Rien. Et ils sont allés revendiquer leur statut de leader d'opposition, ils sont allés revendiquer, ils sont dans la revendication, dans la jouissance. Ils ne sont pas dans le travail, ils ne sont pas dans le contenu des populations, ils ne défendent pas les intérêts des populations, ils défendent leurs propres intérêts. Ils sont allés au palais, ils ont demandé la libération de 2 personnalités, alors qui sont très chers, comme je le dis toujours, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc il aurait pu être beaucoup plus englobant, beaucoup plus inclusif. Ils prônent l'inclusion, ils sont dans l'exclusion. Et ça, c'est un peu ça. Ils ont voté contre le budget de l'Assemblée nationale, déjà en son temps. Ils votent contre des rapports de président de l'Assemblée nationale. Ils votent contre tout. Mais ils veulent prendre le peuple à témoin pour avoir tout. Je ne pense pas que ce peuple-là soit dupe pour savoir qu'on ne récolte pas là où on n'a pas semé. Hein? La parabole des talents. Dans un livre aussi sérieux comme la Sainte Bible. Je pense que c'est une parabole que j'adore réciter, évoquer, parce qu'elle évoque tout. Vous ne pouvez pas, quand vous n'en avez pas, quand vous ne savez pas donner, on vous prend le peu que vous avez, on revient à ce qu'il a donné. Donc, parce que, au regard donc du fait que la Bible soit un livre saint, un livre religieux, c'est un livre de morale, c'est un grand livre, un livre de grande portée de vertu. Et lorsqu'il y a des éléments importants comme ça, on peut les évoquer. Il faut que le Parti des démocrates change. S'il a envie de garder ses militants et surtout de continuer à impacter les populations. C'est facile d'aller en micro, à parler en langue locale et remonter les populations, intoxiquer les populations, dire un certain nombre de choses. C'est facile de critiquer le gouvernement sur le terrain, mais comment vous pouvez justifier que vous rejetiez le budget général de l'État dans les conditions actuelles de sous-développement où on a envie d'aller de l'avant? Comment vous pouvez refuser que l'État mette des actions sociales au profit des populations? Vous n'avez pas d'alternative secondaire, vous n'avez pas autre chose à proposer. Ça veut dire que vous ne savez pas où vous allez. Je ne sais pas comment ils vont se défendre. Mais bon, ils vont utiliser la rhétorique habituelle. Seulement, le peuple ne va pas se nourrir de la rhétorique. Il se nourrira des œuvres et surtout des actions concrètes qui impacteront sa vie. Et ça, ce n'est pas ce qu'ils font actuellement au Parlement qui peuvent nous y amener. Voilà. Merci Agapit Napoléon Maforican. Avec vous, nous sommes revenus sur cette séquence du vote du budget général de l'État 6 2024. Je vous rappelle le montant, 3 199,274 milliards de francs CFA, voté hier vendredi 8 décembre 2023. Oui, il y a quand même à remarquer la cohésion au niveau de la majorité présidentielle. Ça, c'est quand même la majorité parlementaire. C'est quand même important parce que beaucoup disaient beaucoup de choses. Les gens voyaient une sorte de démobilisation. Je pense que le BR et l'Union progressive de renouveau ont démontré qu'ils sont plus que jamais, disons, rassemblés derrière les idéaux de développement, les idéaux prônés par le président de la République. Et je pense que ça, c'est peut-être la meilleure qu'il faut garder par ailleurs. Voilà. Merci. On finit sur cette analyse de notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Nous allons certainement revenir dans nos prochaines éditions sur cette question, dans nos prochains plateaux sur le vote de ce budget général de l'État 6 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Vous pouvez bien évidemment retrouver tout à l'heure sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, sur notre chaîne Facebook Télé en direct, et retrouver quelques séquences sur notre compte X Télé Live, et bien évidemment continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Déjà, nous vous quittons en vous laissant avec la grande édition du soir, le journal d'information sur Télé.